Bonjour à tous et bienvenue du coup pour ce Malt Academy. À mon tour du coup d'essayer de vous partager mon écran en espérant que ça marche. On va voir un peu ce qui se passe. Alors, est-ce que ça marche? Ça a l'air de marcher. Bon, c'est pas mal. Donc le thème du jour, les conteneurs vus par un chef cuisinier et un mécanicien, c'est une initiative que j'ai lancée il y a quelques temps. Je vais vous en reparler un petit peu. Je vous expliquer aussi pourquoi, d'où vient cette idée-là, pourquoi j'en suis arrivé là et ce que j'essaie de faire un peu là-dessus. Pour me présenter rapidement, donc je suis Rachid Zarwadi, je suis un indépendant, bien évidemment. J'ai monté ma structure qui s'appelle Seven Sphere. Et aujourd'hui, j'ai une activité résolument orientée cloud, mais pas que. Et du coup, je vais accompagner un certain nombre de clients dans leurs différents projets, que ce soit de la containerisation d'applications, que ce soit de la migration vers Azure, Google, ce genre de choses. Dans le slide que vous avez là, vous avez mes coordonnées, vous inquiétez pas, vous les retrouverez de toute façon sur le support. Rapport à ça d'ailleurs, pour reprendre ce que disait Clémentine tout à l'heure, les supports seront disponibles au format PDF, visiblement, enfin vraisemblablement via un speaker deck, je pense. Dans tous les cas, ils seront disponibles, vous inquiétez pas, et vous pourrez du coup les reprendre par la suite, comme bon vous semble. Petite présentation rapidement de ce que je fais. Donc, Seven Sphere est une structure que j'ai créée il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. J'ai 3 axes en fait dans mon activité du consulting, donc principalement du conseil aux entreprises, un pan en formation, donc assez classique. Je vais aller former les équipes de mes clients sur du Docker, du Kubernetes, du Terraform et ce genre de choses. Et une partie enseignement qui occupe à peu près, on va dire, 1/5 de mon temps, où là, je vais intervenir dans des écoles pour aller former nos futurs ingénieurs. Mes clients aujourd'hui sont un peu... Il y a un petit peu de tout. Il y a des grosses structures, il y a de la PME, il y a de l'hébergeur de sécurité, il y a des compagnies d'aviation. Ça va dépendre un peu des cas. Je n'ai pas forcément de taille de client prédéfinie. C'est un peu en fonction des besoins, la typologie de projet. Désolé, un petit peu stressé. Ça va de je vais migrer votre application dans des conteneurs jusqu'à on va créer une nouvelle architecture complète, que ce soit dans Azure ou dans Google principalement. Et du coup, dans cette nouvelle architecture, on va déposer l'ensemble des applications et bien évidemment, in fine, former les équipes au maintien en conditions opérationnelles de l'ensemble. Dans le slide que vous avez là, vous avez le lien vers le site web qui vous donnera un petit peu plus d'informations justement sur ce que je fais. Je vais poser quelques petites bases tout de suite. C'est un webinaire que je veux volontairement décaler, pas trop sérieux, mais un petit peu quand même. Vous allez comprendre assez vite pourquoi. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la techno, vous inquiétez pas, il y a de très très gros raccourcis qui vont être faits, c'est normal. C'est simplement pour simplifier entre guillemets la compréhension du sujet. L'agenda, du coup, on va faire ça en 5 parties. Je vais d'abord vous présenter un peu l'histoire des conteneurs, d'où ça vient et vous donner des cas d'utilisation. On va reparler un peu d'un sujet que j'entends souvent revenir sur la table, qui est OK, les conteneurs, c'est cool, mais pourquoi un conteneur plus qu'une VM? On ira un petit peu plus dans le détail pour regarder un peu l'anatomie de tout ça, comment c'est construit, comment est-ce qu'on l'utilise. Bien évidemment, vous aurez des démos et puis on finira par une ouverture vers ce qu'on voit aujourd'hui utilisé de plus en plus, qui sont les microservices, l'orchestration et bien évidemment avec quelques petites démos associées. Pour ce webinaire, je me suis posé un challenge et le challenge en fait, il est venu de mon activité d'enseignement. C'est-à-dire que tous les ans, je me retrouve en face de futurs ingénieurs qui viennent découvrir ce qu'est Docker lors du cours et qui cherchent dans la vie de tous les jours des similitudes. Essayer de dire, OK, alors moi, en fait, quand j'utilise Docker, est-ce que je vais, dans ce que je fais à peu près tous les jours, essayer de retrouver quelque chose qui va m'aider à comprendre. Donc, je suis parti d'un challenge un peu fou qui est, dans le cadre de ce webinaire, je vais essayer de vous expliquer Docker en prenant des exemples qui viennent de la cuisine et de la mécanique. Alors, parfois, il y aura les deux, parfois, il n'y en aura qu'un, ça dépend des cas. Mais l'idée, voilà, c'est un peu de simplifier la compréhension et de vulgariser au maximum ce qu'est cette technologie, d'où elle vient, comment on l'utilise et ce que ça peut potentiellement vous apporter à chacun d'entre vous
dans votre activité de tous les jours ou dans vos projets. Petite intro. Du coup, pour essayer de faire simple et pour démarrer tranquillement sur le sujet, il faut garder à l'esprit qu'en fait, la technologie des conteneurs, ce n'est pas quelque chose qui, comme on l'entend souvent, est apparu en 2013. En fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien que ça. Les prémices en fait, de tout ça datent des années 70 avec les premiers systèmes Unix. Le vrai point et la vraie différenciation entre ce qui existait à l'époque et ce qui existe aujourd'hui, c'est que ce qui avait été fait entre guillemets depuis les années 70 jusqu'aux années 2000 était relativement complexe à manipuler. Il fallait quand même passer pas mal de temps à essayer de comprendre comment c'était construit. Les différentes documentations qui étaient associées n'étaient peut-être pas forcément très très simples d'approche. Et on était dans une époque aussi où, notamment à l'arrivée des années 2000, avec la naissance de VMware, la virtualisation au sens large du terme a été mise à disposition en fait de chacun d'entre nous. Donc, la conteneurisation, c'est pas tout neuf, ça date pas de 2013, c'est beaucoup plus ancien que ça. Par contre, ce qui est apparu fin 2010, on va dire jusqu'à l'arrivée de ce qui est aujourd'hui Docker, Kubernetes et autres technologies, c'est la simplification de son utilisation. Dans les fonctionnalités de base, on ne réinvente entre guillemets rien, ou pour ainsi dire pas grand-chose. Par contre, on va très largement simplifier l'utilisation. On va rendre quelque chose qui à l'origine était relativement complexe, simple d'approche. Et comme on le rend simple d'approche, du coup, on va pouvoir le rendre disponible à une plus grande population. Là où avant, pour ceux qui ont connu typiquement les jails sous BSD ou les zones sous Solaris, mettre ça dans les mains d'un développeur, c'était peut-être pas forcément une bonne idée. Certains concepts un petit peu compliqués à prendre en compte et en tout cas à l'époque, pour faire simple, les développeurs avaient un peu d'autres chats à fouetter. Ce qu'a apporté Docker depuis les années 2013 notamment, c'est vraiment une simplification. On est sur une technologie qui est simple d'approche, qui est simple à utiliser et du coup, on va avoir quelque chose que l'on peut mettre à disposition des équipes de développement et des équipes opérationnelles en utilisant le même outil et les mêmes méthodes, en étant encore une fois beaucoup plus simple. Ce qui s'est passé à partir de 2013 avec l'avènement de Docker, c'est que toutes les structures qui faisaient de la virtualisation massive, en l'occurrence VMware pour ne pas le citer, mais pas que, ont commencé en fait à surveiller cette nouvelle technologie, à se dire ok, finalement en fait c'est peut-être pas si mal, ça commence à être utilisé par pas mal de monde, on a peut-être un jeu, on a peut-être nous aussi un jeu à jouer. Entre 2013 et 2017, la virtualisation reste très majoritairement utilisée et on est plus dans un mode surveillance. Les conteneurs arrivent, on commence à les utiliser. Moi, j'ai commencé à utiliser Docker en 2012, pour la petite histoire. Mais on n'est pas encore là. Aujourd'hui, où on en est en 2020, aujourd'hui, du coup, cette année, les conteneurs sont quasiment partout. La preuve, c'est que VMware, vous l'avez peut-être vu, a annoncé récemment VMware vSphere 7. Et cette nouvelle mouture de cette solution-là intègre nativement la gestion des conteneurs. Là où avant, entre guillemets, vous aviez chez VMware un produit pour les conteneurs, un produit virtualisation, on a aujourd'hui cette fusion. Les conteneurs aujourd'hui sont un vrai catalyseur dans la culture DevOps. Ce que je vais appeler catalyseur est dans le sens où, étant une technologie qui va être utilisable par les développeurs et les équipes opérationnelles de la même façon, avec les mêmes méthodes, on va simplifier la communication entre les deux mondes. Et on va vraiment avoir une synergie entre les deux, utilisant les mêmes outils et les mêmes démarches. On va simplifier bien évidemment un process de construction d'applications, de mise en production, d'évolution. On commence cette année, peut-être vous l'avez vu passer pour ceux qui connaissent un petit peu le projet Fedora. Vous avez Silverblue qui est arrivé et qui est une première intégration de la technologie des conteneurs dans un desktop Linux. Vous avez les premiers desktops Linux qui commencent à apparaître et qui sont complètement basés sur cette technologie. Dernièrement, je pense que vous ne l'avez pas raté, il y a l'armée américaine qui a fait tout un tatamar, si vous me permettez l'expression, sur nous aujourd'hui dans nos F-16, on a du Kubernetes, on a des conteneurs. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, cette technologie est devenue mature, très largement mature, et utilisée dans, on va dire à peu près toutes les applications aujourd'hui utilisables dans le web et plus encore. Pour les années suivantes, pour les années
pour les années prochaines, 2020-2021, on va plus être dans l'embarqué. Ça, c'est pareil, on commence à avoir des petits projets qui commencent à apparaître. On va commencer à parler d'edge computing. On va vouloir utiliser ces technologies dans une voiture, dans un four, dans un frigo, dans vos smartphones, dans vos tablettes. Je vais essayer de vous expliquer après justement pourquoi est-ce que cette technologie-là commence petit à petit à arriver en plus dans notre quotidien et dans des appareils qu'on utilise tous les jours et pour lesquels on n'aurait pas forcément l'idée de se dire tiens, en fait, il y a un conteneur Docker dans mon four, mon frigo, ce genre de choses. On va essayer de répondre à 3 questions. Pourquoi est-ce que, alors que les conteneurs sont arrivés en 2019 et que cette technologie était là depuis très longtemps, aujourd'hui, en fait, tout le monde va absolument utiliser ça. À qui et pour qui cette technologie a été développée et quels sont les usages aujourd'hui connus et les usages à venir. Pourquoi? On va faire simple. La technologie Docker aujourd'hui a une promesse qui est vous construisez une application, vous la publiez et elle tourne. Que ce soit sur un laptop, que ce soit sur un serveur, que ce soit dans le cloud. Je vous montrerai tout à l'heure un peu dans le cadre des démos comment ça fonctionne. Mais c'est aujourd'hui l'une des raisons qui fait que cette technologie est arrivée comme un raz-de-marée. Vous construisez une application, vous la packagez, vous la publiez, elle tourne. Dit autrement, on va éviter ce qu'on a tous connu et qu'on connaît peut-être encore aujourd'hui, qui est le syndrome du chez moi ça marche, où c'est bon, ça marche dans mon environnement de développement. C'est pas mon problème, les gars. Moi, la prod, j'y touche pas. Comment on va pouvoir packager cette technologie et mon application avec cette technologie, et comme les équipes opérationnelles vont utiliser les mêmes briques, du coup, on va simplifier cette démarche. Ce qui marche dans votre environnement de développement marchera en environnement de production. Ce que l'équipe opérationnelle vous renverra comme information ou comme élément qu'elle-même aura construite en utilisant cette technologie fonctionnera également dans vos environnements. Encore une fois, on simplifie la communication entre les deux mondes, on crée des vraies passerelles. Et du coup, ce qu'on a malheureusement parfois vu qui est j'ai fait une mise en production et ça ne s'est pas très mal passé, on a aujourd'hui un moyen simple d'éviter cela. Pour commencer à rentrer un peu dans des images, les conteneurs, c'est un peu comme si vous allez à votre boulangerie et vous allez acheter votre petit gâteau que vous avez envie de manger, pourquoi pas maintenant, là à 4 heures, pendant ce webinaire. Votre conteneur, c'est votre petite boîte. Et le petit gâteau que vous avez dans cette image, en fait, c'est votre application. Cette petite boîte, elle est facile, vous la prenez avec vous et vous l'emmenez partout. Si je vais dans le monde de l'automobile, je vous ai fait cette petite promesse en début de webinaire. Là, on va plutôt regarder l'application comme étant notre voiture et la façon simple de la transporter un peu partout, typiquement quand elle sort d'usine, c'est les fameux conteneurs qu'on voit sur les bateaux. Pour qui? Principalement les équipes de développement et les équipes opérationnelles, on est dans la mouvance DevOps, on est dans cette culture, on partage les mêmes outils, les mêmes démarches et les mêmes méthodes de travail. Bien évidemment, on est complètement dedans, mais pas que. Typiquement, aujourd'hui, la technologie des conteneurs est utilisée dans des usines agroalimentaires qui vont typiquement fabriquer les petits biscuits qu'on a l'habitude d'aller acheter dans notre petite supérette du coin. De plus en plus de chaînes de fabrication automobile vont utiliser cette technologie pour automatiser leur chaîne de production. Piloter les machines qui vont aller construire votre nouvelle voiture ou faire le montage d'un châssis et d'un pneu. Les usages aujourd'hui de cette technologie, ils sont partout. Les dernières Smart TV, on commence à voir cette technologie qui commence à apparaître. Vous avez des fours maintenant qui commencent à apparaître, qui sont des fours intelligents dans lesquels, en fait, sur la paroi du four, vous avez une paroi qui est tactile. Derrière, vous avez des conteneurs. Les modèles de Tesla, certaines commencent à utiliser des technologies. Plus largement, et pour faire très simple, aujourd'hui, les conteneurs, c'est votre boîte mail, c'est le site de votre banque, c'est tout ce que vous faites sur Google, les slides ici, par exemple. Ils sont vraiment partout. Si vous voulez d'autres exemples, j'ai fait une petite vidéo il y a un petit peu plus d'une semaine maintenant qui a été publiée dans le cadre de questions dev pour Microsoft et vous avez d'autres exemples, vous avez le lien dans le slide qui est là, où je donne en fait d'autres exemples d'usage. Pour faire simple, aujourd'hui, les conteneurs sont vraiment partout, ou presque. Je vous expliquerai tout à l'heure qu'il y a quelques cas en marge pour lesquels c'est peut-être pas encore une bonne idée.
Mais on commence vraiment à voir cette technologie qui arrive partout. Ce que je vais essayer de vous expliquer dans le cadre de ce webinaire, au-delà de comment ça marche, c'est pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Et je vais prendre un exemple et une question que j'entends souvent, qui est les conteneurs, c'est mignon, mais moi j'utilise de la machine virtuelle pendant très longtemps et j'en suis content. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser des conteneurs? Est-ce qu'il vaut mieux utiliser la machine virtuelle? Je vais essayer de vous donner des clés dans cette séquence-là pour vous aider à comprendre ça. Pour faire un petit parallèle et revenir un peu à ce qu'on a l'habitude de voir et ce qu'on a eu l'habitude encore il y a une dizaine ou une vingtaine d'années d'avoir, on part d'une machine physique avec son système d'exploitation, Windows, Linux, quel que soit le système d'exploitation que vous avez envie d'utiliser. Et ce qu'on avait à l'époque l'habitude de faire assez classiquement, c'est que je vais installer mon système d'exploitation, je vais installer l'ensemble des librairies et je vais aller installer du coup l'application dont j'ai besoin. Petit problème, incident sur la machine, l'application est indisponible. Je dois faire une mise à jour du système d'exploitation, potentiellement l'application est indisponible. Je veux vouloir consolider d'autres applications sur cette machine et je vais commencer à me retrouver avec potentiellement des conflits parce que une librairie utilisée par l'application en cours d'utilisation sur cette machine-là n'est pas compatible avec l'application que je vais vouloir utiliser à côté. Ce qui a apporté la virtualisation, c'est une première séparation. On commence à avoir quelque chose qui est un peu plus flexible du coup, et sur cette même machine, je vais commencer à faire un premier cloisonnement. J'ai plus une application, mais j'en ai plusieurs. OK, la première application a ses librairies et son système d'exploitation. Très bien. La deuxième application que je vais vouloir utiliser derrière et qui potentiellement souhaite utiliser un autre système d'exploitation et d'autres librairies va tourner à côté, de façon complètement séparée, indépendante. Moi, je garde la machine que j'avais au départ, si ce n'est qu'en utilisant les technologies de virtualisation, je peux consolider mes applications dessus. Si vous regardez sur ce schéma-là, la partie centrale, on voit que du coup, il y a un nouvel étage, entre guillemets, qui s'est inscrit, qui est le guest OS. Le système d'exploitation pour mon application est devenu un système invité au-dessus d'un hyperviseur, lui-même, potentiellement, en fonction des cas. Vous avez peut-être entendu parler d'hyperviseur de type 1 et d'hyperviseur de type 2. On pourra revenir sur cette question-là tout à l'heure si vous le souhaitez. Mais va lui-même, en fait, être basé sur un socle global. Ce qu'on apporte ici, c'est un premier niveau de séparation. Et du coup, on va pouvoir commencer à consolider nos applications. Ce qui a permis de faire les conteneurs, là on est vraiment à droite du schéma, c'est on va s'affranchir du système invité, on remplace l'hyperviseur par un moteur de conteneur, un container engine, et du coup ce que je vais packager, c'est uniquement mon application et ses dépendances. Du coup, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus léger, qui va consommer moins de ressources, et comme je vais consommer moins de ressources, potentiellement je vais pouvoir améliorer entre guillemets la consolidation sur cette machine. Mon application a besoin de bouger, je vais bouger sur mon application et ses dépendances toujours dans cette fameuse enveloppe dont on parle, et il n'y a que ça que je vais déplacer d'une machine à une autre. Je n'ai plus à m'inquiéter du système invité que j'avais initialement avec la machine virtuelle, et du coup j'ai quelque chose qui est beaucoup plus portable et qui a beaucoup moins d'adhérence. Pour vous donner une petite image assez rigolo et prendre un peu l'exemple des gâteaux, c'est un peu ce que vous avez là. À l'époque, un gâteau, c'est mon super gros gâteau et je mets tous mes fruits dedans. Je vais commencer à faire quelque chose d'un petit peu plus sympa. Et plutôt que d'avoir un gros gâteau où j'ai tous mes fruits, je vais peut-être commencer à faire des petites tartelettes. Et comme ça, je vais pouvoir aller goûter mes fraises plutôt que ma charlotte au chocolat ou ce genre de choses. Et ensuite, c'est bien, j'ai mes fraises, j'ai ma charlotte au chocolat et j'ai ma tropézienne. Mais par contre, c'est un petit peu gros. J'ai envie d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus petit parce que il est 4 heures. J'ai envie de me faire un goûter. Et si je tape dans une tropézienne, s'il m'en reste la moitié, on sait tous, un gâteau, quand on en a mangé la moitié et qu'on le laisse de côté, c'est pas génial. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose qui est beaucoup plus petit et qui se mange plus facilement. C'est exactement la même chose. Gardez à l'esprit que votre application, vos applications, ici, sont représentées par les petits gâteaux que vous avez ici. J'ai une boîte sensiblement la même, et plus je vais, entre guillemets, aller enlever ce qui est, on va dire, superflu dans le monde de l'application, et plus je vais pouvoir en mettre plus dans la même boîte. Du coup, si j'en mets plus,
D'un point de vue du gâteau, bah, j'ai plus de plaisir, ça paraît logique. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, avantage inconvénient, sur une machine physique, plusieurs VM, je vais pouvoir du coup faire un premier niveau de consolidation. Petit point important, une machine virtuelle réserve de la ressource. Utilisée ou non. Ça peut poser des soucis dans le cadre de vouloir, entre guillemets, un peu mieux consolider ces applications. Une VM, c'est un système d'exploitation complet, plus votre application. Plus vous avez de machines virtuelles, plus vous avez d'instances, de nombre de systèmes d'exploitation, que ce soit un type ou plusieurs. Attention au maintien en conditions opérationnelles, ça peut vite devenir compliqué quand vous avez dans ce qu'on va appeler une ferme, 30 ou 40 VM, toutes plus ou moins hétérogènes, et vous allez demander aux équipes opérationnelles, bah alors maintenant, il faut faire une mise à jour globale sur tout le cluster, et toutes les VM, il faut les mettre à jour. Bon, par contre, les gars, on a oublié de vous dire, vous avez du Windows, du Linux, et puis d'autres trucs à côté. Pas forcément très, très facile. L'autre point un petit peu moins drôle, c'est comme vous avez un système d'exploitation complet, sans rentrer dans les détails, la virtualisation, on va émuler, entre guillemets, une partie matérielle, et cette partie matérielle a des drivers, et c'est ce qui fait que votre système d'exploitation tourne sur votre ordinateur portable, votre machine physique ou sur un Raspberry Pi. Du coup, vous avez une adhérence un peu plus forte, ce qui rend le jeu de la portabilité un petit peu délicat, surtout quand vous allez commencer à vouloir bouger votre machine virtuelle d'une machine à une autre. Si je reviens du coup sur les conteneurs, là j'ai quelque chose qui est beaucoup plus léger. Comme c'est plus léger, ça démarre plus vite. Pour vous donner un ordre d'idée, un conteneur met, on va dire en moyenne, entre 3 à 5 secondes pour démarrer une machine virtuelle, si on est plutôt de l'ordre de 3 à 5 minutes. La différence, elle est simple. La machine virtuelle, c'est un système d'exploitation complet, votre Windows ou votre Linux. Et du coup, comme à chaque démarrage, il va aller vérifier toute la partie matérielle, pour faire simple. Comme c'est plus léger, je peux en mettre plus sur la machine. C'est l'image de mes petits gâteaux que vous avez vus tout à l'heure. Et du coup, comme mes gâteaux sont plus petits, je peux plus facilement les bouger d'une boîte à une autre. Quelques petits points d'attention quand même. La séparation, je vais faire attention à ce que je dis, c'est souvent lié à débat. La séparation entre les machines virtuelles entre elles est, entre guillemets, plus rigide. J'ai l'habitude de dire que la séparation entre une machine virtuelle et une autre, c'est un mur de parpaing. Entre un conteneur et un autre, on est plus dans le mur, dans le placo. Si vous voyez un peu l'idée, il y en a un, si vous passez à travers tout seul, vous êtes vraiment très très costaud. Le deuxième, c'est un petit peu plus facile. Encore une fois, pas trop rentrer dans les détails, ce n'est pas l'objectif de ce webinaire-là. Mais sachez que si vous êtes en face d'équipes qui sont très 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 à cheval sur la partie sécurité, on peut venir vous titiller sur cet aspect-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, mais dans les concepts de base, c'est comme ça que c'est conçu. Encore une fois, on pourra revenir dessus. Autre point, les conteneurs sont dits éphémères par conception. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un conteneur, lorsqu'il s'arrête, l'application qui était dedans, pour faire simple, disparaît. Elle n'est plus disponible. Et comme elle n'est plus disponible, les données potentiellement qu'elle était en train de traiter peuvent être dans certains cas perdues. Attention à un point, un conteneur ne garantit pas la persistance de données. Ce qui est écrit dans l'espace de données d'un conteneur, en général, lorsqu'il s'arrête, n'est plus disponible. Si vous faites tourner des bases de données dans vos conteneurs, c'est le petit message que je vous mets sur ce slide, attention à la persistance de données. Sans vouloir trop divulguer d'informations, j'en connais qui aujourd'hui rigolent encore pas beaucoup. Un petit peu amusé à mettre des bases de données, parfois en production. Ok, ça marche dans un conteneur, c'est cool, chouette. Bon, en fait, le conteneur s'arrête, la base de données s'arrête, et du coup, les fichiers de cette base de données sont plus disponibles. Gardez juste ça à l'esprit. Les conteneurs sont vraiment très très pratiques. On va avoir quelque chose qui est beaucoup plus léger, qui est beaucoup plus portable et qui démarre beaucoup plus vite. C'est notamment c'est un des points qui fait qu'aujourd'hui on les voit un peu partout. Ça apporte d'autres problématiques. D'un point de vue sécurité, ça peut vous demander un peu plus d'efforts. Et la persistance de données, comment vous allez stocker vos données, comment vous allez les sauvegarder et garantir qu'une base de données est toujours disponible, ça va vous demander un petit peu plus de travail. Du coup, pour ou contre, pour moi,
et c'est un avis strictement personnel, si vous voulez qu'on débatte dessus rapidement en fin de webinaire, ce sera avec plaisir. Pour moi, il y a un match nul. Il n'y a pas tout pour les conteneurs ou tout pour la VM. Vous avez des cas d'utilisation pour lesquels les conteneurs sont très bien adaptés. Vous avez besoin d'élasticité, vous avez besoin d'augmenter, entre guillemets, le nombre d'instances de votre application très rapidement. Vous voulez faire des mises à jour plusieurs fois par jour. Les conteneurs sont une bonne solution. La raison, elle est simple. Votre application est packagée et c'est votre application et ses dépendances. La mise à jour ne va concerner que l'application et absolument pas ce qui se trouve autour. Votre delta de mise à jour s'en retrouve, lui, du coup, beaucoup plus réduit. On transfère beaucoup moins d'informations, du coup, ça va plus vite. Et je vous montrerai tout à l'heure dans les démos que du coup, vous avez également, grâce à ça, la possibilité de rapidement faire machine arrière. Vous n'êtes pas obligé de tout redéployer. Si à contrario, vous êtes sur des applications critiques qui ne doivent jamais s'arrêter, qui vont faire du traitement en mémoire, je pense notamment à des applications qui vont aller traiter du flux vidéo temps réel. Les conteneurs aujourd'hui ne sont peut-être pas forcément la technologie dont vous allez avoir besoin. Je rappelle ce que je vous disais tout à l'heure, un conteneur, lorsqu'il s'arrête, les données qui étaient stockées en mémoire sont perdues. Dans le cadre de la virtualisation aujourd'hui, peut-être que vous en avez entendu parler, on a différentes fonctionnalités, alors malheureusement souvent elles sont propriétaires, mais qui vont permettre de répliquer le contenu de la mémoire de votre application sur les différentes machines qui composent votre cluster. Votre application s'arrête sur le nœud 1, pas grave, le contenu de la mémoire est répliqué, l'application redémarre sur le nœud 3 par exemple, et le traitement en mémoire qu'elle est en train de faire, lui va reprendre comme si de rien n'était. Cette fonction-là aujourd'hui n'existe pas dans le monde des conteneurs. De plus en plus, c'est un petit peu mon bonus point, on commence à voir apparaître des solutions qui vont vous proposer un mix des conteneurs au-dessus d'une machine virtuelle. C'est ce que fait VMware dans sa dernière version. Ce n'est pas le seul, hein, mais ils ont fait pas mal de tapage dernièrement dessus. Et pour l'avoir testé, pour être honnête, ça fonctionne plutôt bien. Après, c'est VMware, c'est un produit payant. On n'est pas là pour en débattre, mais je vous laisserai juger par vous-même. Mais on commence à avoir petit à petit des petites choses qui commencent à apparaître et qui font que on va chercher des solutions pour profiter du meilleur des deux mondes. Aujourd'hui, la VM a encore de beaux jours, soyons honnêtes, et les conteneurs sont là pour durer. Est-ce qu'on assistera à une fusion totale des deux mondes? Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à regarder un sujet qu'on appelle les unikernels. Je ne vais pas débattre de ça, encore une fois, ce webinaire n'est pas là pour ça. Regardez, ça peut vous donner des pistes. Je reviens juste sur un petit point, j'en ai pas parlé en début de webinaire, je suis désolé. Si vous avez des questions, vous avez entre guillemets la chatroom. J'ai un œil dessus. N'hésitez pas à poser des questions en fonction des questions qui pourraient être posées et de leur nombre. Soit je ferai une petite pause au milieu et puis on en prendra 2-3. Sinon, vous inquiétez pas, on aura bien 20 bonnes minutes pour toutes les questions qui pourront venir à l'esprit. Pour essayer de faire simple, j'ai l'habitude de dire, c'est peut-être mon côté prof qui fait ça, il n'y a pas de questions bêtes. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Toutes les questions sont bonnes à prendre. Moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si, bien entendu, suite à ce webinaire, vous avez d'autres questions ou si vous voulez qu'on aille un peu plus loin, encore une fois, vous avez mes coordonnées et on pourra regarder ça un peu plus en détail. Alors, on vient de passer une petite demi-heure à voir où sont utilisés ces fameux conteneurs, à avoir quelques clés de différenciation entre la machine virtuelle qu'on a l'habitude de voir depuis maintenant un certain nombre d'années et les conteneurs qui sont arrivés, entre guillemets, on va dire massivement début 2013. Encore une fois, hein, ça date depuis beaucoup plus ancien que ça, mais c'est vraiment arrivé massivement depuis 2013. On va commencer à s'intéresser à comment ils sont construits. Et on va commencer petit à petit à donner des éléments techniques, mais pas trop, encore une fois, qui vont permettre de répondre
à pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde veut absolument faire du conteneur. Pour faire simple, tous les éditeurs de solutions de sécurité, qui sont en général des éditeurs très frileux à l'arrivée de nouvelles technologies ou ce genre de choses, tous, aujourd'hui, ont soit dans leur catalogue des solutions pour cette technologie des conteneurs, ou s'ils ne l'ont pas, c'est déjà en bêta. Pour moi, c'est un indicateur assez fort de la maturité du marché et de la maturité de cette technologie. En général, quand les fournisseurs, développeurs, intégrateurs de solutions de sécurité commencent vraiment à s'intéresser à une technologie, c'est un signe fort de OK, là on est vraiment dans quelque chose qui est mûr, qui est mature et qui va vraiment être utilisable entre guillemets pour le plus grand nombre. Dans l'anatomie, encore une fois, je vais essayer de parler cuisine, mais pas que. Je vais essayer de vous parler mécanique et encore une fois, je vais essayer de vous donner des clés aussi bien pâtisserie, je suis un grand gourmand, que mécanique. Je suis moins mécano, mais je vais quand même essayer de vous donner des billes là-dessus. Ce qu'il faut voir, c'est qu'une machine virtuelle, quand vous la créez, vous avez peut-être eu l'habitude de le faire, on va partir d'une image, d'un CD d'installation ou d'un modèle. Et bien évidemment, cette information-là, ce média, est en lecture seule. Une raison simple, c'est qu'on veut pouvoir repartir à chaque fois de ce média pour installer une nouvelle machine virtuelle et éviter, entre guillemets, de casser ce qu'on a fait initialement. Un conteneur Docker utilise le même principe. Lui, il est issu de ce qu'on appelle une image, ce que j'appelle installée. On verra un peu plus après derrière. Et lui-même est en lecture seule. C'est ce qu'on appelle une image Docker. On va faire simple. Cette image, encore une fois, ne va contenir que votre application et ses dépendances uniquement. L'idée, c'est encore une fois d'avoir quelque chose qui est léger, portable et que l'on peut balader d'un PC portable à une tablette, à une instance dans le cloud Azure, Amazon ou Google, et ainsi de suite. Cette image, cette fameuse image Docker, en fait, on va la construire à partir d'une recette. Aujourd'hui, cette recette, elle a un nom par défaut qu'on appelle le Dockerfile. Pour aller un peu plus loin et vous expliquer un peu d'où on vient, on part de quelque chose qui a été préconstruit ou que l'on va avoir la possibilité de construire seul et on va déployer ce dont on a besoin. Cette image que vous avez là vous donne une idée de ce qu'on a l'habitude de faire avec des machines virtuelles. Si je me mets dans le monde de la pâtisserie, moi j'adore le millefeuille. Encore une fois, je suis gourmand et j'essaierai de vous expliquer pourquoi le millefeuille et pas un autre. Si je prends les ingrédients que vous avez à gauche, si je mets au milieu ma petite recette, normalement, si je fais attention, je devrais être capable de faire un millefeuille. J'y arrive pas trop mal, ça va. Pour ceux que ça intéresse, on pourra en reparler dans quelques mois, pourquoi pas. Mais c'est un peu l'idée. C'est je prends mes ingrédients, et mes ingrédients sont mon application et l'ensemble de ses besoins, et j'ai une recette de cuisine, tout comme je veux faire de la pâtisserie, qui va me permettre de dire, pour packager mon application, il faut que je passe par telle étape, telle étape, telle étape et telle étape. Aujourd'hui, techniquement parlant, on a un Dockerfile, ce que vous avez à gauche. On va passer ça dans un builder, programme qui va se charger d'interpréter cette recette et c'est lui qui va être chargé de construire votre image Docker. Cette image Docker est en lecture seule, encore une fois, et c'est à partir de celle-ci que l'on va démarrer l'application que l'on a souhaité embarquer dans celle-ci à partir de la recette. L'exemple que vous avez là est un Dockerfile qui lui permet de construire une image pour une base de données PostgreSQL. Pour ceux qui ne connaissent pas Postgres, c'est une base de données relationnelle. C'est depuis très longtemps, et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, on va dire le premier concurrent à la base de données Oracle. Je fais attention à ce que je raconte, je ne suis pas un DBA expert, mais souvent quand on parle d'alternatives sérieuses aux bases de données Oracle, très souvent Postgres revient. Ce que vous avez à droite, ce sont des instructions. Et ces instructions, tout comme dans une recette de cuisine, ou tout comme dans la recette qui va vous permettre de faire votre millefeuille, va dire à ce fameux builder, ce cuisinier, ce pâtissier, ce qu'il doit faire et dans quel ordre. On part exactement de la même façon. On va aller préparer une pâte, typiquement, on va aller préparer la crème et ainsi de suite. L'exemple que vous avez là est un Dockerfile technique. Gardez bien à l'esprit qu'en fait, je peux faire la même chose et transposer cette idée-là dans ma pâtisserie. Mon Dockerfile, c'est ma recette et mes ingrédients. Mon builder,
la gentille pâtissière qui est en train de préparer un gros millefeuille, très très gros millefeuille, mon image Docker, c'est mon millefeuille dans sa boîte. Rien de très très fou. Tout le reste, c'est des commandes à apprendre et entre guillemets du test, de l'essai pour se faire à la techno. Encore une fois, il n'y a rien de foufou, il n'y a vraiment rien de compliqué, ça se fait vraiment bien. Ah, c'est pas mal ça. Pardon. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Et si on garde cette image de je fais mon petit gâteau, vous verrez qu'il y a beaucoup de similitudes. Si je prends l'exemple du mécanicien, c'est le châssis d'une très vieille voiture. Là, on est dans la Citroën 5 HP, si je ne dis pas de bêtises. C'est quelque chose de très vieux. Mais on est exactement dans la même idée. Un mécanicien, lorsqu'il va vouloir adapter un châssis ou monter un châssis, il part de la doc de ce châssis, il part de tous les éléments du châssis et il construit le châssis. Et à partir de ce châssis, du coup, j'ai les premiers éléments qui vont me permettre de mettre ma carrosserie, ainsi de suite. On est exactement dans le même principe. La doc et les éléments, c'est mon Dockerfile. Le builder, c'est le mécanicien. L'image, c'est le châssis. Que vous soyez mécano ou que vous soyez amoureux de pâtisserie ou de cuisine, c'est pareil. Si vous savez faire un gâteau, si vous savez réparer votre voiture, je vous jure que c'est vrai, vous savez construire des images Docker. C'est le même principe. Maintenant que j'ai mon image, c'est cool, hein, j'ai appris à faire une image. On verra après, j'ai quelques démos justement à vous montrer. Je vous ai dit tout à l'heure, ces fameuses images, on va pouvoir les passer de l'équipe de développement à l'équipe opérationnelle pour des mises en production, puis faire des allers-retours, et c'est ces mêmes images qui vont me permettre de faire des mises à jour, passer d'une version 2.1 à une 2.3, et ainsi de suite. Du coup, potentiellement, on peut se poser deux questions. La première, c'est comment je vais la partager, mon image. Quand vous êtes dans votre cuisine et que vous faites votre fameux gâteau, il est dans votre cuisine. Si vous voulez en donner un peu à votre voisin, normalement, vous ne vivez pas avec lui. Enfin, moi, en tout cas, je ne vis pas avec mes voisins. Je ne sais pas beaucoup, mais moi, je ne vis pas avec mes voisins. Et la deuxième question qu'on peut être amené à se poser, c'est comment, du coup, je vais démarrer l'application que j'ai appris à packager. Comment je partage mon image? Une image Docker, en fait, on va l'héberger dans un registre, un catalogue. Alors, il est public ou privé. Le hub Docker, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, est un gigantesque catalogue public. Il y a, je ne sais plus, mais on est de l'ordre du centaine de millions d'images, si je ne dis pas de bêtises. Et tout le monde, moi, vous, chacun d'entre nous, on a la possibilité, lorsqu'on a créé notre image Docker, d'aller la publier. Vous l'avez peut-être vu passer, il y a une communication qui a été faite il n'y a pas si longtemps, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez la possibilité de pousser des images dans ce fameux hub de façon privée. Elles ne sont qu'à vous. Cette image, pour la mettre à disposition de vos collègues, vous allez la pousser dans le catalogue. On va faire un push. Et vos collègues, ou les équipes opérationnelles, ou les équipes de développement, en fonction de quel côté vous vous placez, ou les deux d'ailleurs, au passage, pour récupérer cette image qui a été construite et poussée, vous allez faire un pull. C'est exactement la même chose que je prends mon gâteau, je vais le passer à mon voisin, ou, par exemple, j'ai fait mon gâteau, je suis pâtissier, et moi j'ai envie que mes clients, ils voient les très beaux gâteaux que j'ai passé pas mal d'heures à faire pour eux. On est encore une fois dans la même idée de pâtisserie. J'ai fait ma petite boîte, j'ai mis mon millefeuille, encore une fois. Maintenant, ce qui serait bien, moi, en tant que pâtissier, c'est que les gens ils viennent récupérer des millefeuilles chez moi. Alors, en fait, votre Docker Hub, c'est votre boulangerie, c'est votre pâtisserie. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de truc extrêmement compliqué. Le pâtissier, quand il fait 30 000 feuilles, il les expose. Et le truc qui est génial dans une pâtisserie, c'est que quand vous arrivez à midi et que vous prenez 3000 feuilles, en général, si vous arrivez à midi et quart dans la même pâtisserie, à l'endroit où il y avait les 3000 feuilles, il y en a 3 autres. Un catalogue d'images Docker, c'est pareil. Votre image, vous pouvez venir la récupérer une fois, 2 fois, 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois, elle sera toujours disponible. Comment je lance mon application? Je vais faire très simple. On est dans la pâtisserie.
un millefeuille, en général, moi, j'aime bien les manger. Quand je vais les acheter ou quand je les fais, j'aime pas trop les mettre dans un coin de mon bureau et puis regarder, ouais, il est sympa mon millefeuille. Démarrer une application, si je me mets dans le mode de la pâtisserie, bah, c'est en fait manger votre millefeuille. Ce que va faire votre système Windows ou Linux, bah, il va prendre en compte votre image et la façon dont il a été construite, respecter ses ordres et démarrer votre application. Pareil, vous aimez bien manger un millefeuille, bah, gardez à l'esprit que le serveur Docker, lui, bah, il aime bien démarrer des conteneurs à partir des images que vous avez construites. Encore une fois, si vous avez ça en tête avec ce qu'on vient de se dire jusqu'à maintenant, on devrait être plutôt pas mal. J'ai un petit peu d'avance, en même temps je parle un petit peu vite. Si vous avez des questions, on va prendre 5 petites minutes et je vais vous laisser les poser sur le chat. Je vais passer à quelques exemples un petit peu plus concrets pour vous montrer quelques applications que j'ai l'habitude d'utiliser, la façon dont on les construit, les commandes que l'on utilise. Encore une fois, pour aussi vous montrer que même si ce sont des commandes entre guillemets de Docker lui-même, elles sont simples et elles sont parlantes une fois qu'on a mis les mains dedans. Sur le chat, on a une question de Adi. Je vais essayer de ne pas manger les prénoms. Si c'est le cas, je m'en excuse par avance. Pardon. Qui nous dit: bonjour Rachid, est-ce recommandé d'utiliser les conteneurs uniquement en environnement hors production? Pour faire très simple, les conteneurs aujourd'hui sont utilisables en dev, test, prod, pré-prod. Ils sont partout. Sans trop rentrer dans les détails, encore une fois, je vais essayer de rester assez simple. Aujourd'hui, lorsque vous allez développer une application et lorsque vous allez vouloir automatiser les tests de votre application, de plus en plus souvent, vous allez utiliser les conteneurs pour préparer votre terrain, préparer tout ce qui va être nécessaire pour tester votre application. Et une fois que vos tests sont terminés, ce qui vous a servi à les réaliser, vous les effacez. Je reviens à la notion de conteneur éphémère de tout à l'heure. Et du coup, votre application, une fois qu'elle a été testée, vous en récupérez le résultat. Aujourd'hui, les conteneurs sont utilisables partout. Mon conseil, si vous démarrez, bien évidemment, ce n'est pas de démarrer avec vos premiers conteneurs en production. Si vous regardez sur YouTube, j'ai dû lister ça quelque part, ou je vous le renverrai éventuellement. J'ai fait un talk à la DockerCon à Copenhague en 2017 où je raconte un peu l'histoire du tout premier projet de containerisation que j'ai piloté avec mon équipe à l'époque, tout seul comme un grand, et comment on a mis notre application en production un peu rapidement. Je vous renverrai le lien, je vous laisserai regarder la vidéo, ça parle un peu tout seul. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé. On a une question de Daviani, Filâtre, qui nous dit: bonjour, au final, nous reproduirons dans notre Dockerfile ce que l'on fait pour installer notre application locale. Question délicate. Oui et non. Je vais essayer de faire simple. Aujourd'hui, gardez bien à l'esprit que vos conteneurs ne doivent avoir que votre application et ses dépendances. Moi, si je prends le parallèle de quand je déploie une VM et que j'installe plein de trucs, je vais installer un éditeur de texte, je vais installer des outils pour aller faire des captures réseau, pour aller faire du debug, et puis j'ai l'habitude d'avoir un petit shell joli, donc je vais installer des couleurs, des alias, machin. Et en fait, c'est tout ça qui n'est pas forcément super nécessaire pour votre application et dont vous pouvez vous passer. Donc, oui, installer uniquement l'application et ses dépendances quand on le fait en local et quand on ne fait que ça, plus ou moins, on va faire la même chose lorsque l'on va packager notre application dans une image Docker. Le point important, c'est de bien garder encore une fois à l'esprit que plus vous allez alléger votre image et plus elle sera portable. Plus elle est légère et plus facilement vous allez pouvoir la déployer et plus facilement vous allez éventuellement, si nécessaire, pouvoir faire machine arrière en cas de besoin. Si vous commencez, je sais que ce ne sera pas le cas, hein, mais si vous commencez à mettre un petit peu tout dans cette image, à mettre un peu tous les petits outils que vous avez l'habitude d'avoir parce que c'est votre environnement de travail et que dans votre image vous mettez tout, je vous garantis une chose, ça va marcher, ça ne va pas marcher très longtemps. À chaque fois que vous allez vouloir faire des mises à jour,
peut-être que vous allez un petit peu galérer. J'espère avoir répondu à ces deux questions. Si vous voulez encore une fois qu'on aille un peu plus loin, on aura du temps après. Je crois qu'on est plutôt pas mal sur le... Oh, on est bien sur le temps. On est très très bien sur le temps. Je vais switcher d'écran et je vais vous montrer justement quelques exemples d'applications qui, elles, sont packagées et comment elles fonctionnent. Je vais surtout essayer de ne pas me tromper. Normalement, si je fais ça, vous devriez voir un petit shell démo 2-maltfr. C'est juste quelqu'un sur le chat qui peut me dire un OK, ça marche, c'est cool. Ça, je sais que j'ai pas fait de bêtises. Merci beaucoup. Super. Donc, je vous ai préparé quelques petites démos. Elles sont relativement simples. Ghost, Nextcloud, Postgres, je vous en ai parlé, et WordPress. Je pense que WordPress, je ne vous le présente pas, on est à peu près tous d'accord. Hein, c'est le CMS aujourd'hui utilisé par à peu près la moitié de la planète, je crois. Ghost, c'est un autre CMS beaucoup plus léger. Et moi, ce que j'aime bien dans Ghost, c'est qu'il est tout seul. Il est très, très, très rapide. Et si je n'ai pas envie d'avoir une base de données MySQL, j'en ai pas besoin et il marche tout seul. Si vous ne connaissez pas Nextcloud, c'est une espèce c'est une solution de collaboration. Je vais faire simple. Je ne suis pas très très bon pour le présenter. Mais en gros, c'est une solution de collaboration dans laquelle vous allez pouvoir avoir la gestion de mails, du partage de fichiers, un calendrier, tout un tas de choses. Postgres, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc là, je suis sur une machine où il n'y a pas grand-chose. J'ai un SSH qui tourne et tout un tas de trucs dont on se fiche. J'ai appris à utiliser Docker un jour et on m'a dit, la première chose que tu fais, c'est que tu fais Docker info pour savoir quelle version de Docker tu as installée sur ta machine. Donc là, Docker info ne me renvoie rien, c'est simple, la machine est vierge, il n'y a rien. Je suis un peu fainéant. Du coup, j'ai fait un petit script shell que j'ai récupéré dans un coin et que j'ai adapté, qui en gros, vous pouvez le voir là, installe Docker tout seul. Pour faire très simple, hein, j'ai pris les commandes officielles qui sont dans le doc officiel d'installation pour une Debian 9. C'est le cas de la machine que j'ai ici. Et j'ai fait copier-coller. Donc normalement, sauf effet démo, attention les yeux. C'est bien que j'avais oublié quelque chose. Je lance mon petit script et normalement, si tout se passe bien, dans à peu près moins d'une minute, j'ai Docker installé. Les commandes que j'ai mis dans mon script shell, vous pouvez les utiliser tout seul. Elles sont documentées dans la documentation officielle docs.docker.com. Elles sont vraiment très très simples à utiliser et vous pouvez vraiment faire du copier-coller de ces commandes. Encore une fois, hein, le script que vous avez là, c'est vraiment ça. J'ai vraiment fait copier-coller des commandes et comme vous avez pu le voir, a priori ça marche. Donc visiblement, oui, c'est bien la fibre. Effectivement, Jocelyn me dit sur le chat, c'est bien la fibre. J'avoue, c'est pas mal. Docker Info cette fois-ci, et j'ai tout un tas d'informations. Les informations qui sont là, si on ne les comprend pas, c'est pas grave. Gardez juste un truc à l'esprit. Si vous avez une sortie qui ressemble à ça, vous avez installé Docker et il est là. Une autre commande qu'on peut utiliser va être Docker version. Lui va aller un peu plus loin et va vous donner la version du client Docker installé sur votre machine et le serveur Docker, celui qui peut être installé typiquement dans votre infrastructure Azure, Google ou ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous dit, tu es en version community. On reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure sur le pourquoi du comment de ça. J'utilise la version 19.3. Il me dit, ton client, il est en 19.3.9. Ton serveur, il est en 19.3.9. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est que quand je fais Docker version, je viens d'apprendre à utiliser Docker, j'ai une sortie qui me dit en gros, tout va bien. Je n'ai pas de message d'erreur. S'il y avait eu un message d'erreur quelconque, ça n'aurait pas fonctionné. Je vais essayer de faire un petit truc vite fait. Alors, système. Okay. Exemple de quand ça ne marche pas.
Ah, j'ai un petit souci. Ce que vous n'avez pas vu, je l'ai fait sur un autre écran, c'est qu'en fait, j'ai arrêté le démon Docker. Et on remarque que du coup, j'ai un joli message d'erreur qui me dit oui, tu as un client, c'est bien. Que j'ai au-dessus. Par contre, tu as peut-être oublié de démarrer le démon Docker. On est dans de la démo, je vais peut-être essayer de le redémarrer, ça peut être pas mal. Hop, Docker version, j'ai récupéré mes petits. Alors, j'ai deux répertoires Ghost ici, Ghost V2 et Ghost V3. Donc la première chose que je vais faire ici, avant d'aller plus loin, c'est que je vais aller chercher dans ce fameux catalogue public, le fameux Docker Hub, une image de Ghost que j'ai envie de démarrer sur la machine. Et je vous ai dit tout à l'heure, récupérer une image, on va aller récupérer cette image et on va utiliser entre guillemets une instruction qui s'appelle pull. Donc, je vais faire un docker pull de Ghost et je sais qu'il existe, j'ai un peu préparé, une version 3.16.0. Logiquement, si je fais ça, il me récupère un certain nombre de choses. Je vais reprendre mon partage et je vais essayer de vous partager l'ensemble de l'écran. Ça risque de faire un peu gros. Si ça ne marche pas aussi bien que je le pense, n'hésitez pas encore une fois à me le faire savoir sur le chat. Et je corrigerai tout de suite. Forcément, ça ne va pas marcher, sinon c'est pas drôle. Ça ne va pas marcher, c'est pas drôle. Là, normalement, vous devez voir que mon slide. Je vais revenir sur un petit truc. C'est mon millefeuille. Là. 2 secondes. Gardez bien en tête cette image de millefeuille. Et je vais revenir sur mon shell de tout à l'heure. Qui est normalement... où est-ce que tu te caches? Ici, si je ne dis pas de bêtises. Toc. Mon millefeuille, vous l'avez vu tout à l'heure, il a un certain nombre d'étages. J'ai la pâte, puis la crème, puis la pâte, puis la crème, et ainsi de suite. En fait, pourquoi est-ce que j'utilise beaucoup cette image du millefeuille? Une image Docker, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une recette, et dans cette recette, j'ai un certain nombre d'instructions que je vais passer les unes derrière les autres. Chacune de ces instructions qu'on a vues en vert tout à l'heure, c'est un étage de mon millefeuille. C'est une ligne comme vous avez ici. Ce que vous avez de façon alphanumérique, c'est un identifiant. C'est hors du scope de ce webinaire. On pourra éventuellement en reparler dans une autre session si vous le souhaitez. Mais gardez juste à l'esprit que mon fameux Ghost ici, c'est un millefeuille qui est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 étages. C'est un le millefeuille. Et ce fameux millefeuille, en fait, c'est mon image Docker qui contient mon application. Je vous ai dit tout à l'heure, une image Docker, je vais pouvoir en stocker plusieurs pour la même application et stocker du coup un numéro de version. Et si j'ai besoin de passer d'une version à une autre, du coup, je peux plus facilement récupérer une version plutôt que l'autre. Maintenant, cette fois-ci, je vais faire pareil. Je ne vais pas prendre la 3.16, je vais prendre par exemple la 2.38. Hop. Pour marquer que pareil, je vais aller récupérer les fameux étages de mon millefeuille et gardez à l'esprit que, en gros, je viens d'aller à la boulangerie, je viens de baver sur mon millefeuille et hop là, je viens de le ramener à la maison pour pouvoir en profiter. À ce stade, j'ai récupéré Ghost version 3.16 et version 2.38. Vous avez d'autres commandes qui existent dans le client Docker. Pour vous aider, vous avez l'option "-help" qui vous donne toutes les commandes qui sont nécessaires. Alors, ça fait beaucoup. Ce qu'il est important ou utile plutôt de garder à l'esprit, c'est uniquement le bloc que vous avez là. Vous devez voir Management Commons. Il y a uniquement ça qui est important. Pour chacune de ces sections, vous allez avoir une aide qui vous est donnée et qui est, pour chacune de ces commandes, comment elles fonctionnent et toutes les options dont j'ai besoin. Je vous ai dit tout à l'heure, démarrer une application, pour le cadre d'un millefeuille, c'est manger. Dans le cadre de Docker, c'est run. Je ne sais pas utiliser run, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais faire un "-help". J'ai tout un tas d'options, ça fait beaucoup. Là, dans notre cas,
Ce que l'on va faire, c'est qu'on va démarrer simplement une des versions de l'application qu'on a démarrée. Docker, run, Ghost 2.38.0. Alors, ce qui se passe. Vous voyez ça? Je viens de démarrer mon image, qui du coup a démarré l'application et qui était dans son environnement qu'on appelle un conteneur, et mon application est en train de tourner. J'ai un petit message ID qui me dit, si tu veux arrêter, fais CTRL-C. À ce stade, je peux faire ce que je veux. J'ai plus la main. Mon application tourne. Si j'ouvre un autre shell et que je fais un appel sur cette URL-là, du coup, je verrai la page d'accueil de Ghost. Là, ce n'est pas le cas. Du coup, moi, ce qui m'intéresse, et ce que vous allez faire en production, c'est que vous allez démarrer votre application en tâche de fond. Ça tombe bien, Docker a une option qui est très très simple à utiliser, c'est -d. -d pour detached, détaché, ou en tâche de fond, background, en fonction. L'idée, c'est je démarre mon application qui a été packagée dans cette image et je te rends, entre guillemets, la main. Et vous remarquez qu'il m'a rendu la main. Si je fais mon fameux PS de tout à l'heure, je peux taper des commandes sudo. J'ai une commande PS qui me dit, c'est cool, tu as démarré à partir de l'image Ghost 2.38, ton application, j'ai donné un petit nom à ton conteneur qui est rigolo, pour faire vite fait, les noms sont générés aléatoirement avec deux listes, des noms et des adjectifs, certes codés dans le code source de Docker. Si ça vous intéresse, allez voir, le code source de Docker est public. C'est assez rigolo et il y a une petite boucle qui est sympa, qui fait que lorsque vous tombez sur une association unique, il régénère un autre nom. Il y en a qui connaissent peut-être. Si ce n'est pas le cas, cherchez Steve Wozniak. Vous faites sur Google, je crois que vous faites Docker Steve Wozniak et vous comprendrez assez vite pourquoi vous avez cette boucle qui est là. Donc là, mon application ici, elle fonctionne. Comment j'ai construit mon application? Quelqu'un a créé un jour un Dockerfile. Je vais ouvrir mon Dockerfile. Je vous passe les détails. Ce qui est important à garder à l'esprit, c'est ce que vous avez en orange ici. Ce que vous avez en orange ici, c'est ce qu'on a vu en vert tout à l'heure. Ce sont toutes les instructions qui vont être utilisées par votre pâtissier ou ici, dans le cas présent, le serveur Docker pour créer l'image. Donc, pour reprendre ce qui était dit tout à l'heure, en gros, on a pris la doc, la vraie bonne doc d'installation de Ghost, et du coup, on a inscrit l'ensemble des commandes qui sont nécessaires pour que ce fameux pâtissier, ce fameux builder, puisse installer dans mon image Docker mon application. Il y a plein de choses, l'objectif, c'est pas de revenir dessus, mais en gros, on a pris toutes les commandes qui étaient nécessaires pour dire, je prends les sources de mon fameux CMS Ghost, et tu vas me les mettre dans une image Docker de telle façon, telle façon, telle façon. Tout ce que vous avez en orange ici sont des instructions. Je vous ai dit tout à l'heure, mon millefeuille, il y a 9 étages. Certaines de ces instructions vont donner lieu à un étage du millefeuille. Et chaque étage du millefeuille, c'est une action qu'a fait votre pâtissier. Pose une pâte, premier étage. Pose une crème, deuxième étage. Pose encore une pâte, troisième étage, et ainsi de suite. Et tout ça, in fine, ça fait votre millefeuille. Dans le cadre de Ghost ici, c'est exactement ça. On exécute un certain nombre d'actions, les unes derrière les autres, et du coup, on va construire notre image. Un pâtissier, il met ça au four. Nous, on va utiliser une option qui s'appelle build. C'est exactement la même chose. Docker build, je vais lui passer les options qui sont nécessaires. Encore une fois, elles sont documentées et très très bien documentées. Et vous avez sur la doc officielle tout ce qui va bien pour savoir quelles sont les bonnes options à placer. Les options minimales à placer ici sont moins T. C'est comment est-ce qu'on va en gros nommer notre image. Ici, on va l'appeler Malt Ghost. Et comme tout à l'heure, je vais lui donner un numéro de version. Moi, je vais la mettre en 1.0. Le petit point que vous avez à la fin, il est capital. Si je l'oublie,
Vous avez un petit message qui vous dit attention, il te manque un paramètre. Sans rentrer dans les détails, le petit point qui est là dit à votre fameux pâtissier, pour revenir à mon exemple du millefeuille, tu prends tous les ingrédients qui sont sur le slide que vous avez tout à l'heure et tu n'as besoin que de ça. Là, en gros, on dit à notre pâtissier Docker, pour faire notre millefeuille qu'on appelle Ghost, tu ne prends que les ingrédients qui sont dans le répertoire dans lequel tu te trouves et c'est avec ça que tu vas faire le millefeuille que je te demande de cuire. Ni plus, ni moins. Et je laisse faire, tout comme je prends un millefeuille et je le mets au four, bah là, pareil. Je fais ma pâte, il y a un certain nombre d'actions qui se font. On va le laisser finir. La fibre, c'est pratique, mais parfois pas tant que ça. Ça fait des petites blagues. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'ensemble des actions qui étaient décrites dans ce fameux Dockerfile, cette fameuse recette de cuisine, qui est interprétée par Docker, encore une fois le fameux pâtissier dont je vous parle depuis tout à l'heure, et qui exécute petit à petit chacune de ses commandes. Et une fois qu'il a fini, en gros, c'est comme s'il avait mis votre millefeuille au four, et votre millefeuille est prêt. Et du coup, il n'y a plus qu'à le déguster. Pendant que ça tourne, je vais vous poser une petite question rapide. Alors, je sais que le chat n'est pas forcément fait pour ça, mais j'essaie quand même. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà construit leurs premières images Docker ou pas? Il y aura peut-être beaucoup de oui ou beaucoup de non. On essaiera de voir. Mais ça m'intéresse à ce stade de voir un peu qui en a jamais fait ou qui, au contraire, a peut-être rapidement joué ou ce genre de choses. Ok, on est plutôt 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers de non et 1 tiers de oui. Ok. Donc là, j'ai fini. Mon pâtissier, il a fini. Il vient de cuire mon millefeuille est prêt et il s'appelle Malt Ghost 1. Et ce fameux Malt Ghost, tout comme j'ai envie de manger mon millefeuille, je vais le démarrer de la même façon. Docker, run, -d, Malt Ghost 1.0. Ah! Effet démo. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors. Ah, ça, c'est pas drôle, ça. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Du coup, c'est parce qu'il n'est pas exécutable. Bien vu. Il y en a qui ont été plus rapides que moi. On a une réponse dans le chat. Guillaume Rémy qui dit à juste titre, entry point n'est pas exécutable. Sans rentrer dans les détails, imaginez que la fameuse couche de glace, vous avez peut-être oublié le chocolat qui va, enfin la petite couche de chocolat qui va avec. C'est exactement ce que je viens d'oublier. Je viens d'oublier la petite couche de chocolat qui fait que mon application démarre. Cette fois-ci, ça tourne. Vous remarquez quelque chose? Je m'amuse, je fais un peu n'importe quoi. Je viens d'en démarrer 2, 4, 6, 7. Je reprends mon Docker. Les fameux Malt Ghost qui sont là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux du coup démarrer mon application autant de fois que je veux et démarrer autant d'instances que je veux. J'ai besoin d'une instance, j'en démarre une, j'en ai besoin de 15 instances, j'en démarre 15. Je vous disais tout à l'heure, les conteneurs permettent de consolider encore mieux les ressources sur votre machine, du coup de démarrer plus d'applications en même temps. Vous avez un petit exemple ici. Sur cette instance-là, ce n'est pas des VM que j'ai démarré avec des Linux complets, c'est vraiment des conteneurs que j'ai démarré en tant que tel. Et je peux en démarrer autant que je veux. Pour vous donner un autre exemple, je vais prendre Postgres. Postgres, pareil, a son propre Dockerfile
ce que vous avez ici, et du coup, j'ai l'ensemble des actions qui vont être exécutées, encore une fois, par le builder. Et toujours pareil, si je veux avoir ma propre image Postgres, je vais faire un docker build -t PostgreSQL Malt 1.0. Pendant que ça tourne, je vais jeter un petit œil sur le chat et voir si on a une question. Alors, Aubry Madod nous dit, mais pourquoi toutes les instances sont sur le même port? Excellente question. Pour faire simple, et sans vous emmener dans les arcanes du réseau, imaginez que votre application, lorsqu'elle tourne dans son conteneur, est complètement isolée. Elle a l'ensemble des ressources dont elle a besoin. Pour reprendre un peu mon idée de pâtisserie, gardez à l'esprit que vous avez des boîtes dans lesquelles vous avez des millefeuilles à chaque fois. Et chaque millefeuille, entre guillemets, si je peux le dire comme ça, c'est un peu étrange, mais il est tout seul. Et si les millefeuilles avaient une conscience, ce qui n'est pas le cas heureusement, bah, ils ne sauraient pas en fait qu'il y a d'autres boîtes à côté qui ont d'autres millefeuilles. Votre conteneur, lui, est isolé, l'application est isolée dans ce fameux conteneur, ne sait pas ce qui se passe autour d'elle, et on va lui donner un certain nombre de ressources. Du coup, comme il ne sait pas qu'il est seul sur sa machine, et comme on va lui donner accès à l'ensemble des ressources dont il a besoin, bah, il va aller récupérer une adresse IP qui lui est propre, et du coup, il va aller récupérer le fameux port d'exécution dont il a besoin. C'est toutes les notions de réseau dans Docker. Je finis juste sur cette partie-là, parce que je vois l'heure qui file. Et je vous montrerai justement, pour finir tranquillement sur cet aspect démo, comment est-ce qu'on publie une application qui a été packagée dans une image Docker à l'extérieur et comment du coup on peut y accéder à partir de son navigateur. Là, effectivement, à ce stade, mon application elle est packagée, elle démarre, mais je n'y ai pas encore accès. Mon instance Postgres est disponible et je vais essayer d'en démarrer une. PostgreSQL 1.0. Je n'ai pas d'effet démo cette fois-ci et vous remarquez qu'il est venu s'empiler sur les autres. Et vous remarquez qu'il a son propre port réseau ici. Okay. Donc à ce stade, ce qu'on vient de voir avec l'ensemble de ces démos, c'est j'ai utilisé une recette de cuisine pâtisserie qui me permet de packager du coup mon application. Ici, on a pris Ghost, le fameux CMS, et on a pris PostgreSQL, qu'on a packagé dans une boîte qu'on appelle une image Docker, à partir de cette fameuse recette de cuisine qui est un Dockerfile, et mon pâtissier, je reviens encore sur cette image de pâtisserie, a du coup confectionné le millefeuille dont je rêve tant, et là dans notre exemple ici, c'est Docker en gros qui a fait toute cette magie-là et qui l'a créé. Et comme vous le voyez ici sur l'écran que je vous partage avec Malt Ghost 1.0, je peux en démarrer autant que je veux. Tant que j'ai de la ressource sur la machine, je peux en démarrer. Et comme je ne démarre que l'application et ses dépendances, je consomme forcément moins de ressources. Si je consomme moins de ressources, je peux plus facilement consolider sur cette machine. Et si je peux plus facilement consolider, je peux en démarrer plus en même temps. OK. Je reviendrai un petit peu sur la partie démo juste après. Si on a tous bien ça en tête, je vais revenir sur la partie support pour aller un petit peu plus loin cette fois-ci et vous emmener un peu plus loin dans la découverte. Alors, est-ce que j'ai partagé mes slides? J'ai plus mon rond vert, mais ça doit marcher. Hop, je vais revenir. Ah, je mange. Du coup, vous avez peut-être déjà entendu parler de microservices et d'orchestration. Là, ce que vous avez vu dans la démo, c'est je prends une application, entre guillemets, c'est facile, je pars d'une recette de cuisine que quelqu'un a fait pour moi ou que je sais faire, hop, je fais ma petite image ou je fais mon petit gâteau et ça marche tout seul. Ou si je reprends l'exemple de la Citroën 5 HP, j'ai la notice, je fabrique mon châssis, hop, et mon châssis, je le mets à disposition. Ça marche bien quand votre application elle est toute seule.
C'est le cas de Ghost, c'est une application qui est toute seule autonome et elle a besoin de rien à part elle-même pour fonctionner. Aujourd'hui, dans la vraie vie et dans toutes les applications qu'on utilise et qui sont basées sur cette technologie des conteneurs, on n'a pas qu'un bout. On a souvent une base de données, puis on va avoir un moteur d'indexation, et puis on va avoir un client en React, Angular ou ce genre de choses. Et du coup, mon application, elle est plus unitaire, mais elle est composée de tout un tas de petits services qui vont discuter ensemble les uns les autres. Et c'est tout ça qui va faire que j'ai accès à ma boîte mail, que je peux envoyer des mails, ou que typiquement, Clémentine, typiquement, m'a partagé le template de support Malte. C'est des conteneurs qui sont derrière. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais toute la partie G Suite, enfin Google Slides, Docs et autres, utilise cette technologie des conteneurs. Une technologie qui est propriétaire à Google, en l'occurrence, mais on est exactement dans le même principe. Les microservices, alors la définition que vous avez là, elle vient de Wikipédia, qui dit « Les microservices sont une technique de développement logiciel qui structure une application comme un ensemble de services faiblement couplés. Les microservices indépendants communiquent les uns les autres en utilisant des API indépendantes du langage de programmation. » On va faire simple, c'est du Lego. On a tout joué avec des Lego étant gamin. Aujourd'hui, nos applications, c'est du Lego. Un front-end, c'est une image Docker. Votre base de données, potentiellement Postgres, c'est une image Docker. Votre moteur d'indexation, et ainsi de suite. Et c'est tous ces objets-là, tous ces fameux Lego que vous allez mettre en lien les uns les autres, et qui potentiellement vont faire que vous avez peut-être envie de faire un millefeuille en Lego. Alors, j'ai jamais essayé. Pourtant, j'en ai plein, hein, j'ai des enfants, mais j'ai jamais essayé. Mais sachez que, pour faire simple, cette notion de microservice, en gros, de plus en plus, on joue avec des Lego. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous et pourquoi est-ce que c'est important dans le cadre de cette technologie de conteneurisation, c'est que du coup, tous ces Lego vont utiliser le même langage, ces fameuses API, et vont du coup échanger des données. Du coup, quand un Lego ne me convient pas, je peux le remplacer par un autre. J'ai une base de données Postgres, elle ne me convient pas et je veux switcher sur MySQL, au bémol de la donnée, bien évidemment, mais j'enlève mon image Docker PostgreSQL, je mets en place une image Docker MySQL, je fais ma transformation de données, on est dans une base de données, et hop, je peux démarrer du coup. Je n'ai pas besoin de repenser toute mon application. C'est vraiment ça que ça apporte. Pour vous donner une image un petit peu plus rigolote de ce que c'est, si je prends ces fameux Lego, les microservices, c'est la petite image que vous avez là. Ça, c'est une Citroën, si je ne dis pas de bêtises, qui est faite en Lego. Donc, vous avez votre front-end qui pourrait être votre pare-choc, votre base de données serait le moteur, la partie châssis serait le back-end. Et en fait, c'est tout ça, quand vous allez les connecter les uns aux autres, qu'il faut qu'en fait, en Lego, vous avez fait une jolie voiture qui roule. La couleur rouge, elle ne vous convient pas, c'est pas grave, vous en prenez une autre et vous faites une carrosserie en vert, pourquoi pas, et vous reprenez les mêmes éléments et hop, vous changez de carrosserie et ça part. La conteneurisation, c'est exactement ça. En utilisant cette technologie et la façon dont les applications sont aujourd'hui développées, je vais vraiment jouer avec des Lego. Mon front-end aujourd'hui, il est développé en React, ça ne me convient pas et je vais utiliser autre chose. Pas trop développeur, donc je vais essayer de pas trop dire de bêtises. Mais on va dire du Vue.js, allez, je dis peut-être une bêtise, pas bien grave. Le conteneur qui hébergeait ce qui allait bien pour construire mon application en React, en fait demain il va le faire en Vue. Pourquoi pas? L'idée c'est vraiment ça, c'est d'avoir quelque chose qui est extrêmement flexible. Si je reviens à la pâtisserie, ce que vous avez là est une pièce montée. On sait tous ce que c'est une pièce montée. Votre front-end, c'est le joli glaçage qu'on a mis et que tout le monde voit. Et derrière, votre base de données, c'est les fameux étages que l'on voit les uns au-dessus des autres. Et le back-end, c'est le chocolat qui va faire le liant. Alors, dans le cas d'une pièce montée, ça sera un petit peu délicat, hein, mais admettons que demain, par exemple, c'est pas du chocolat que vous voulez mettre, mais c'est, j'en sais rien, moi, une sauce fruitée. Vous pourriez imaginer que, hop, vous avez vos fameux gâteaux qui sont prêts. Vous changez le chocolat par une petite sauce mangue, pourquoi pas. Vous remettez votre petit glaçage et vous avez votre pièce montée. Les gens ne verront pas en fait qu'à un moment, la première pièce montée que vous leur avez montrée
En fait, elle est à base de chocolat et la deuxième, elle est à base de fruits. Ils verront que la partie front-end. Pour les conteneurs, c'est exactement la même chose. On a vraiment cette fonction de je peux switcher mes éléments comme je veux, au bémol bien évidemment de bien les choisir, mais j'ai vraiment cette flexibilité-là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on les utilise partout, parce qu'on peut plus facilement en déployer beaucoup. Je vous ai montré ça rapidement tout à l'heure, mais je peux facilement changer un bloc qui ne me convient pas. La partie orchestration, vous avez peut-être entendu parler de Kubernetes, on appelle Kubernetes K8s. C'est l'orchestrateur utilisé aujourd'hui partout. C'est l'orchestrateur de facto. Pour faire simple, un orchestrateur, c'est un chef d'orchestre. La petite image que vous avez là, Kubernetes, en fait, c'est le joli chef d'orchestre qui est là avec son bâton. Et vos serveurs Docker, c'est tous les musiciens. Leur mission à eux, c'est de jouer une mélodie. Votre mélodie, c'est, entre guillemets, votre conteneur Docker. Comment je joue ma mélodie? À partir d'une partition. Votre partition, c'est votre recette. L'orchestrateur, il est là pour quoi? Donner des ordres et dire « jouez-moi cette partition ». Si je vous donne un autre exemple, celui-ci, j'espère qu'il devrait vous parler un petit peu plus. Je pense que l'image vous parle. Si elle ne vous parle pas, regardez l'actualité télévisée ces prochains jours, vous verrez bien par vous-même. Mais dans le cadre d'une cuisine, votre chef cuisinier, c'est votre orchestrateur. Il va aller discuter avec sa brigade de façon à ce que les plats soient faits, les millefeuilles soient bien faits. Le super magret de canard que vous avez envie de manger a bien été cuisiné avec la bonne sauce et tout ce qui va bien. L'orchestrateur est vraiment là pour ça. Donner les bons ordres et vérifier que ce qui a été demandé est bien fait. Et on revient toujours à la même idée. Il donne des ordres à qui? À Docker, pâtissier ou cuisinier. Ce cuisinier ou ce pâtissier se base sur une recette de cuisine, le fameux Dockerfile dont je vous parle depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui en ressort in fine? Une pâtisserie ou un plat. On est vraiment dans la même dynamique. Et je vais finir sur une notion qui est cette notion de j'ai une application et cette application, j'ai envie de l'exposer à l'extérieur, donc d'y accéder, c'est un peu l'objectif. Deux, elle utilise autre chose que du code. Elle va utiliser une base de données. Je vais reswitcher sur mon écran de tout à l'heure. Et cette fois-ci, je vais vous montrer pour cet exemple comment ça pourrait se passer, notamment avec le fameux WordPress dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, on va aller dans mon répertoire WordPress. Donc, dans mon répertoire WordPress, pardon, excusez-moi, j'ai un certain nombre de fichiers YAML. Pour vous montrer rapidement, ces fichiers YAML, c'est une définition qui va être utilisée par je vais appeler ça un petit orchestrateur. Le mot est mal choisi, mais on va rester dans cette idée-là, qui va aller lire ce fichier-là et en fonction du contenu de ce fichier-là, donner des ordres à Docker pour faire ce dont j'ai envie. Là, ce que vous avez sous les yeux va me permettre de démarrer mon fameux WordPress. Donc, ils veulent me démarrer une base de données, en l'occurrence un MySQL, et le fameux WordPress. Vous remarquez que dans la partie image ici, le nom tel que spécifié ici va utiliser des images officielles. Ces images officielles, gardez à l'esprit que Docker, pour vous, cuisine tous les jours, plusieurs fois par jour, des images, des gâteaux, du coup. Et ces gâteaux, vous pouvez, comme vous allez à la boulangerie en acheter, vous pouvez aller sur le hub Docker, les récupérer, les utiliser. Ici, on va utiliser deux gâteaux, MySQL et WordPress. WordPress, pour fonctionner, a besoin d'une base de données MySQL. Et Docker a eu la gentillesse de nous préparer différentes images, toutes faites, pour WordPress et la base de données dont il a besoin. On parlait tout à l'heure de la partie exposition, elle se trouve ici dans le fichier. Cette fameuse notion de port. C'est ici, en définissant le port, que je vais dire ce que j'expose et où. Pour faire très simple, encore une fois, je ne veux pas vous emmener. Ici, ce que vous avez à gauche, c'est le port qui va me servir à accéder à mon application. HTTP le nom de mon application 2.8000. Le port 80, c'est le port d'écoute de mon application. Je reviens à mes fameux Ghost tout à l'heure. Ici, le port d'écoute de mon application, dans le cadre de Ghost, c'est 2368. Donc j'ai défini ici
que pour mon WordPress, son port d'écoute, c'est 80. Pour interpréter ce fichier-là et me simplifier la vie, j'ai un petit utilitaire qui s'appelle Docker Compose. Et Docker Compose, il est cool, parce que dès qu'il trouve un fichier qui s'appelle docker-compose.yaml dans le répertoire dans lequel vous l'exécutez, il a besoin d'un seul paramètre. Hop. Haha. Effet de démo. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis planté dans la version. On laisse finir, je prends 2 minutes, je jette un petit coup d'œil pour voir que je suis pas en retard. C'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon fameux Docker Compose, il a pris mon fichier, il l'a lu, il a compris les ordres, il a passé les ordres à Docker, et Docker a fait tout un tas de trucs que vous voyez apparaître ici. Vous remarquez que je suis dans le même état. Mon application a démarré, j'ai ma fameuse base de données ici, et j'ai mon fameux WordPress. Vous remarquez que je peux taper ce que je veux, j'ai toujours pas la main. Un petit peu délicat. Je vais pouvoir utiliser la même chose que pour Docker et réutiliser du coup l'option "-d". Remarquez qu'ici, j'ai un starting. Tout à l'heure, si je remonte un petit peu vite, désolé pour les yeux, vous remarquez qu'il a été me récupérer un gâteau. Ici, ce gâteau, c'est WordPress. À partir du moment où le gâteau a été récupéré et posé sur votre machine, dans le cadre de cette image, il n'a plus besoin d'aller le récupérer. Il a juste besoin en fait, de démarrer l'application qui est dedans. C'est la raison pour laquelle vous avez simplement ici starting et on n'est pas repassé par le pool qui est derrière. Ou, tout comme j'ai fait mon petit Docker PS tout à l'heure qui me permet de savoir si mes conteneurs ont bien démarré, bah, je peux faire Docker Compose espace PS. Et là, il me dit 2 choses. 1, tout va bien. Ça tombe bien, c'est ce que je voulais. Plutôt chouette. 2, j'écoute sur le port 8000. Pour ceux qui veulent tester l'application en live, depuis vos postes, je vais vous laisser aller sur cette URL-là que je vais vous poser dans le chat. Et normalement, si vous cliquez ici, vous devriez voir l'application WordPress. Bien dit. On va attendre 2 minutes, voir un peu ce qui se passe sur le chat. Pas de réponse. On va tester ça en local. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça sent la démo qui n'a pas marché, ça. Pourquoi? Alors, vous avez pas eu d'URL sur le chat. Ah, j'ai dû me tromper et pas la mettre au bon endroit. Pardon. Toc. Ça devrait être mieux. Alors. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien. En plein webinar enregistré par Clémentine de Malte, j'ai un joli effet démo et ça ne marche pas. Plutôt pas mal. Bon. Bon. Eh ben, c'est pas drôle. J'aime pas trop ça. On va faire comme si l'application fonctionnait. J'ai dû casser ma VM tout à l'heure en rejouant mes démos. Toutes mes excuses.
Ce que je voulais vous montrer sur cet exemple-là, c'est que du coup, mon application ici est composée de différents objets. Mon fameux WordPress est une base de données et je peux tout démarrer en une fois. Et comme je peux tout démarrer en une fois, je peux aussi tout arrêter en une seule fois. Si je fais mon stop, je vais pouvoir arrêter l'ensemble. Et comme j'ai arrêté l'ensemble, je peux le redémarrer une nouvelle fois. Donc je peux, à partir de cette option-là, jouer. On peut aller beaucoup plus loin. On peut vraiment faire des choses très poussées. Docker Compose, son intérêt, c'est de démarrer une application en local avec l'ensemble des éléments dont elle a besoin et vous permettre de tester votre application et de commencer à faire des développements. Ce n'est pas un outil qui est fait pour piloter de la prod. Aujourd'hui, si vous voulez piloter vos conteneurs en production, il y a 2 orchestrateurs qui sont utilisés, on va dire 3 pour être large, Swarm, Nomad et Kubernetes. Kubernetes est utilisé par tout le monde, je sais, c'est l'orchestrateur de facto. N'oubliez pas Swarm, c'est peut-être un orchestrateur dont on n'entend pas beaucoup parler. Il a l'avantage d'être très simple. Je vais finir sur cette démo très rapidement et après on pourra passer aux questions. Pour activer l'orchestrateur Swarm ici, je peux le faire depuis cette instance-là et j'ai une commande à faire. Docker, Swarm, init. Avec l'option qui va bien, ça peut être pas mal. En une commande, j'ai un orchestrateur qui tourne sur ma machine. L'info que vous avez ici, alors jouez pas trop, ceux qui sont sur le chat, vous permet de rajouter facilement en une seule ligne de commande à partir d'une autre machine qui a Docker d'installer, de rejoindre ce fameux cluster. Pour ceux qui ont déjà joué avec l'installation de Kubernetes, Kubernetes c'est loin d'être une seule commande à lancer. On a pas mal d'actions à faire. En général, c'est plutôt des scripts. Pour finir là-dessus, et sur cette partie-là, gardez bien à l'esprit que les conteneurs Docker, malgré l'ensemble des commandes que je viens de passer, ça reste quelque chose de simple. Prenez l'exemple de la cuisine ou prenez l'exemple de la mécanique, prenez des exemples de tous les jours, vous trouverez beaucoup de similitudes. La vraie différence qui se fait entre je fais un gâteau ou je vais monter un châssis ou je vais aller changer un pneu d'une voiture, c'est de l'apprentissage. Et c'est de l'apprentissage d'une technologie et cet apprentissage va passer par de la lecture de documentation et des tests. Il y a beaucoup de documentation aujourd'hui qui existe autour des conteneurs. C'est très simple entre guillemets de les appréhender et du coup de se faire son idée et de voir dans quelle mesure ça peut répondre aux besoins. Mais je vous garantis une chose, c'est que si vous gardez à l'esprit que quand on fait de la cuisine ou de la pâtisserie, ou quand on va aller réparer une voiture ou monter des Legos, si vous avez ça en tête, vous savez faire une image Docker, vous savez démarrer une application et vous savez même potentiellement démarrer une application dans un cluster Kubernetes. Je vais passer tranquillement aux questions. J'ai vu certaines questions arriver sur le chat. N'hésitez pas si vous en avez, c'est le moment. Tout ça sera disponible, les slides et les quelques démos. On verra avec Clémentine comment est-ce qu'on vous les met à disposition. Mais les slides aussi bien que les démos vous seront accessibles. Le replay du coup sera accessible très prochainement. Et encore une fois, vous avez mes coordonnées et vous pourrez du coup, si jamais vous avez des questions, revenir vers moi et je serai ravi de répondre à vos questions. Alors, est-ce que nous avons des questions? Clémentine, je ne sais pas si tu m'entends. Oui. J'ai un petit hochement de la tête, c'est cool. C'est bon. Alors, j'ai un peu de retard sur le chat, j'ai jeté un œil subrepticement. Qu'est-ce que j'ai vu passer? Alors, il y a une question K8S versus Swarm. Je vais faire très simple, parce que c'est une question qui est à débat. Si vous voulez démarrer sur apprendre à conteneuriser une application, entre guillemets, architecturée autour des microservices et commencer à faire du cluster, mon conseil à moi, c'est démarrer par Swarm. Vous l'avez vu, c'est facile à activer et
le langage de description est le même que ce que j'ai utilisé pour démarrer les images Docker tout à l'heure. Swarm, c'est très bien pour démarrer et je ne devrais pas le dire, mais je reste intimement convaincu aujourd'hui que Swarm pourrait répondre à au moins 80% des besoins en termes d'orchestration de conteneurs aujourd'hui. Démarrez avec Swarm et quand vous aurez atteint les limites de Swarm, oui, Kubernetes ira beaucoup plus loin. Oui, Kubernetes a beaucoup plus de fonctionnalités. Attention, plus de fonctionnalités, plus d'extensibilité demandera aussi beaucoup plus de travail dans son appréhension et apporte aussi son lot de complexité. Gardez bien ça en tête. Le meilleur outil n'est pas forcément le plus simple à appréhender. Gardez juste ça en tête. Alors, j'ai une question, alors je vais essayer de la lire. Est-ce que ça ne réglerait pas les problèmes de changer d'utilisateur vu qu'on peut générer facilement plusieurs instances? Question d'Aubry. Alors, j'ai dû rater. C'est peut-être un peu plus haut dans le chat. Je suis désolé, mais je vois pas comment répondre à cette question. Cyril nous dit, supposons que l'on souhaite héberger 10 WordPress sur une même instance. Est-ce tout de même une bonne pratique de lancer 10 instances MySQL versus 1 avec plusieurs bases de données? C'est complètement dépendant du besoin et du workload. Les deux existent. Moi, je travaille actuellement avec différents clients pour migrer leurs applications dans des conteneurs dans différentes infrastructures, en l'occurrence une chez Azure et une autre chez Google. Et la question s'est toujours posée, est-ce que j'ai un moteur et je mets tous mes schémas dedans, et est-ce que j'ai un moteur par schéma? Ça dépend du besoin métier qui est derrière, ça dépend aussi de votre besoin en termes d'élasticité, en termes de souplesse. Gardez juste à l'esprit une chose, un moteur avec tous les schémas, vous avez un problème sur ce moteur, c'est tous les schémas qui peuvent en pâtir. Essayez de peser un peu le pour et le contre. Techniquement, tout se fait. Après, c'est une problématique entre guillemets de maintien en condition opérationnelle et de SLA entre guillemets en termes de production et de capacité aussi de vos équipes à gérer tout ça, qui vont vous permettre de trouver le bon curseur entre je mets tout à un seul endroit ou je sépare. Je descends. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur la différence entre Docker et Docker Compose? Pour faire très simple, Docker Compose est un outil qui prend du YAML, ce que je vous ai montré tout à l'heure, et le transcrit en commande Docker. Dit autrement, plutôt que de faire Docker Run 10 fois, en fait, je vais utiliser Docker Compose et c'est lui qui va déclencher l'ensemble des commandes qui sont derrière. On est dans un premier niveau d'orchestration locale et qui va permettre de piloter plusieurs conteneurs en même temps, de mettre en place les liaisons entre eux et de faire en sorte que mon application qui a besoin d'un moteur de base de données, d'un moteur d'indexation et autres, va pouvoir accéder à tout ça. Donc, il n'y a pas de différence. C'est juste que Docker Compose va vous permettre de simplifier la gestion d'une application qui a été conteneurisée et qui va demander plusieurs modules, entre guillemets, pour fonctionner correctement. Les deux vont de pair. Et ce que j'ai peut-être pas dit tout à l'heure, c'est que ce fameux fichier YAML qui est utilisé par Docker Compose, en utilisant la même structure et on va dire 90% des mots-clés utilisés dans celui-ci, c'est ce qui va vous permettre de déployer votre application dans un cluster Swarm typiquement. Donc on est vraiment dans des outils qui sont complémentaires. Lionel nous dit, quid des services cloud relatifs à Docker? Je pense par exemple au service Azure. Est-ce que ça nous abstrait, simplifie la création des gestions d'images? Un débutant pourrait-il commencer par ces services? Moi aujourd'hui, quand un client me pose la question, ma réponse c'est non. Il y a deux raisons. Les services cloud sont très pratiques. Il n'y a pas photo là-dessus. Ça abstrait beaucoup de choses. Un service cloud, vous payez à l'utilisation. Si vous ne maîtrisez pas trop ce que vous faites ou si vous êtes plutôt en phase d'apprentissage, ça peut très vite coûter un petit peu d'argent dans la carte bleue de l'entreprise. Moi, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'ai plutôt tendance à former déjà mes clients. J'ai une formation qui s'appelle les fondamentaux de Docker qui permet justement de préparer, entre guillemets, ce terrain. Et une fois que j'ai
entre guillemets, assurer que les équipes ont bien compris ce qu'est Docker et savent l'utiliser, à ce moment-là, on commence petit à petit à se dire, OK, bon, on fait des choses dans notre environnement de développement, maintenant, on va commencer à utiliser des services hébergés. Mais moi, aujourd'hui, je ne vous conseillerais pas d'aller tout de suite dans un service hébergé si vous démarrez sur Docker et que vous êtes en train de le découvrir. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Après, encore une fois, c'est un constat qui est complètement personnel et qui est complètement discutable. Des conseils pour pratiquer Docker au-delà du Hello World. Par exemple, prendre des applis sur GitHub et essayer de les containeriser. Question de Jocelyn. Alors, j'ai plusieurs façons de répondre à cette question. Ma première réponse est oui, 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 oui. Il y a beaucoup de projets qui sont sur GitHub, qui sont très bien maintenus et pour lesquels les aider à créer leur Dockerfile et à containeriser leur application leur ferait énormément plaisir. J'en suis persuadé et j'en vois régulièrement passer. Oui, ça peut être un très, très bon moyen pour commencer à vous familiariser avec cette technologie et entre guillemets vous faire la main, et en plus vous feriez quelque chose qui est, enfin moi que je trouve génial, qui est de contribuer à la communauté et d'aider d'autres personnes qui déploient des applications, du coup open source, parce que je pense qu'on parle d'un GitHub public, pas d'un GitHub privé, et du coup vous leur filez un coup de pouce, vous montez en compétence, vous leur filez un coup de pouce et vous leur rendez un petit peu ce que eux vous donnent en vous mettant à disposition une application libre que vous pouvez utiliser au besoin. Donc oui, faites-le et je ne saurais trop vous conseiller de scruter GitHub. Honnêtement, des projets, il y en a plein. Il y a plein de projets pour lesquels soit les Dockerfiles ont été faits vite fait, parce que les gens n'avaient pas forcément le temps et du coup leur filer un coup de main pour les refaire pourrait être pas mal. Il y en a plein également qui n'en ont pas et pour lesquels ça pourrait être pratique. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je crois que j'ai fait le tour. Moi, j'en ai une. Alors, je suis un petit peu en retard sur le timing que je m'étais donné. J'ai une question à vous poser à vous tous qui avez suivi ce webinaire. Déjà, merci. Merci d'avoir été présent et d'avoir suivi ce webinaire. Pour ceux qui ne connaissaient absolument pas Docker ou de très loin, est-ce que ce webinaire vous a permis de mieux comprendre comment ça fonctionne? Très grosse paille, bien évidemment. Et est-ce que ça vous encourage, entre guillemets, à aller plus loin? Je pose souvent cette question-là, parce que j'aime bien vulgariser les choses. Vous l'avez peut-être vu, j'aime bien trouver des petites images rigolotes. Mais ce qui est encore plus important pour moi, c'est que le message que j'essaye de vous transmettre, évidemment, soit compris. Alors, c'est cool. Oui, tout à fait. Merci, je ne connaissais pas du tout Docker. Eh bien, Jérémy nous dit ça. Bienvenue dans ce nouveau projet. Tu vas vraiment t'éclater. Et encore une fois, si tu as besoin d'un coup de pouce, je serais ravi de te filer un coup de main. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a un petit peu de temps. On s'était donné 2 heures avec Clémentine. Il est moins 20. Donc, je suis ouvert à toute question. À vous de jouer. Clémentine, je te rends la main le temps que les questions arrivent. Et puis, bien évidemment, j'y répondrai au fur et à mesure. Yes, ça marche. Du coup, je vais juste en profiter pour essayer de remettre la slide avec tous les liens et les infos pour que les gens aient bien l'adresse où trouver le replay de ce webinaire. Et du coup, je te laisse répondre aux questions. Alors, des techniques de déploiement, par exemple, multi-cibles. Alors, je crois que c'est Jean-Gabriel. Je vais essayer de ne pas me tromper. Je veux bien un peu plus d'infos. Je ne vois pas trop ce que tu as en tête. Mais je serais ravi de répondre à la question. Alors, c'est Jean-Gabriel, si tu veux bien donner un peu plus d'infos. Puis du coup, le temps que les infos arrivent, Clémentine, je te laisse du coup présenter tout ça. Voilà. Alors, du coup, effectivement, je viens de réussir à enfin passer les slides. Donc oui, rapidement, ce que je disais en début de présentation.
Les initiatives pardon, à retrouver qui ont été mises en place par Malte pour les personnes qui nous écoutent, qui sont indépendants et freelance. Vous avez le lien sur le lien covid19.malte.fr où vous retrouvez toutes les solutions mises en place par l'État et toutes les aides financières également. Pour les personnes qui ont des profils sur Malte, #ReadyToHelp que vous pouvez mettre du coup en titre de métier pour signaler que vous êtes bénévole et que vous vous rendez au service des services de santé. Je n'aime pas bien cette phrase de la répétition, mais voilà. Et du coup, les Malte Academy que vous retrouvez sur malte-academy.com. Le replay sera disponible du coup sur ce site. Nous recherchons des speakers, pareil, à partir du mois de juin. Donc, n'hésitez pas, c'est à vous proposer si voilà, vous avez un talk. Et puis, n'hésitez pas à aller aussi consulter parce que vous avez tous les événements qui sont en ligne déjà pour fin mai et début juin. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Clémentine. Du coup, entre-temps, il y a différentes petites questions qui ont été posées. Philippe nous dit, je ne pense pas devoir l'utiliser dans mon domaine d'activité, l'audiovisuel. Alors, je ne sais pas ce que tu fais dans l'audiovisuel. Par contre, je peux te dire une chose, c'est que une chaîne de télé qu'on connaît tous, vous savez, le petit couteau que vous avez vu subrepticement tout à l'heure, utilisent massivement en fait les conteneurs. Ils font du Kubernetes à gogo et leur fameuse plateforme de replay en fait derrière, c'est d'énormes clusters Kubernetes dans AWS. Donc je ne sais pas ce que tu fais, Philippe, dans l'audiovisuel, mais en tout cas, des chaînes de télé, et je crois la quasi-totalité en tout cas des chaînes de télé françaises font du Kubernetes et font du conteneur en production. Est-ce qu'il y a des manières de tester automatiquement ces scripts, demande Lionel. Oui. Je vais essayer de vous partager mon écran vite fait. Je vais vous montrer un outil que je prône depuis très longtemps. Donc vous avez ce projet-là. Alors il en existe d'autres. Hein. Je vous mets l'URL dans le chat. C'est un outil qui s'appelle Adolint. C'est un petit binaire. Ça marche tout seul. Et qui vous permet de tester votre Dockerfile dans le respect des bonnes pratiques. C'est vraiment très bien fait. Il est très bien documenté. Chacune des bonnes pratiques, il y a une doc qui vous dit voilà ce que tu as fait et voilà ce qu'il vaut mieux faire. C'est très bien fait. Et comme c'est un tout petit binaire, pour ceux qui font du déploiement et de l'intégration continue dans un GitLab, Jenkins ou autre, ça s'intègre très bien dans votre chaîne. Il y a plein d'outils qui le font, mais moi, c'est un outil que j'utilise depuis que j'ai commencé en fait à faire du conteneur, donc autour de 2012-2013. Et c'est un des outils que j'ai beaucoup utilisé quand j'ai voulu justement apprendre à bien faire mes propres Dockerfiles. Donc, je ne saurais trop vous encourager à regarder ce type d'outils et à vous familiariser avec. Dans les exemples, il y a beaucoup de GBD. Tu nous as parlé d'absence de persistance de données. Comment ça se passe si le serveur s'arrête ? Si votre application tourne dans des conteneurs Docker sur une seule machine, ce qui est le cas de la démo que je vous montrais tout à l'heure, moi, si cette machine-là meurt, j'ai perdu mes données. Si je n'ai pas fait de sauvegarde, c'est perdu. Il y a un autre cas sur lequel je suis parvenu, qui sont les options qui vont vous permettre d'externaliser la donnée qui est produite par vos conteneurs Docker. C'est ce qu'on appelle les volumes Docker. Encore une fois, c'est documenté et la documentation officielle vous explique comment ça fonctionne. Mais par défaut, si vous ne le faites pas, et que la machine sur laquelle vos conteneurs tournent meurt, vous avez perdu vos données. C'est irrémédiable. En embarqué, par exemple, comment peut-on déployer une application sur une cible ou plusieurs comme une flotte de produits? Raspberry Pi, Raspbian le fait très bien. Désolé, j'ai eu une petite seconde d'instance, mais c'était le temps de remettre un peu mes idées en place. Il y a un projet qui s'appelle Tinkerbell, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui vise justement à vous aider à déployer des clusters Kubernetes, Swarm, ce que vous voulez, dans des Raspberry Pi en mode headless. Donc en gros, vous n'utilisez pas ce qui existe sur votre Raspberry Pi, mais vous allez récupérer en fait un système d'exploitation minimaliste à distance. Et votre Raspberry Pi, du coup, devient, tout seul,
un cluster. J'ai une petite vidéo en préparation justement sur le sujet. J'espère la publier j'espère pas longtemps. Justement, où je prépare un peu une petite démo de tout ça. Mais ça peut répondre aux besoins. Dans l'embarqué aujourd'hui, ce qui est fait, c'est surtout dans les mises à jour en fait des frigos connectés, des fours connectés notamment pour pallier aux problèmes de sécurité. Comment est-ce que votre four ou votre frigo connecté va pouvoir se connecter à votre Wi-Fi et du coup récupérer ces mises à jour. Si vous cherchez un petit peu sur le net, vous verrez qu'il y a pas mal de gens pas très très sympathiques qui se sont amusés à rentrer sur des réseaux Wi-Fi de certaines personnes et à jouer avec les frigos connectés et des fours connectés. Ce n'est pas forcément très très drôle. Un taux plus avancé sur la partie orchestration à venir. Alors en ce qui me concerne, moi je veux bien, il faut qu'on en discute avec Clémentine, hein, mais ça me ferait plaisir. La partie orchestration, c'est encore plus vaste que ce qu'on vient d'aborder là en 1h30. Donc oui, pourquoi pas. Après, il faut juste qu'on fasse attention parce que moi, quand je forme typiquement des gens à Kubernetes, mon cursus de formation, il va de 2 à 5 jours. Et c'est 5 jours bien pleins. Donc, juste pour vous dire qu'on peut aller très 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 loin. Après, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à revenir soit vers moi directement, soit auprès de Clémentine, qui, pourquoi pas, me dira, écoute, on a des besoins, est-ce que tu veux en refaire un deuxième sur tel aspect? Moi, ça me ferait plaisir. C'est le premier que je fais, hein, pour être totalement honnête. Ça s'est peut-être vu d'ailleurs, je suis un petit peu stressé. Mais du coup, j'y prends goût, j'aime ça. Donc, ça me ferait plaisir. À voir. Est-il possible de déployer des conteneurs et ou des images comme des black box pour éviter de divulguer le contenu? Il y a des projets pour ça, ouais. Il y a des projets qui commencent à apparaître effectivement pour offrir ce type de fonctionnalité. Alors, de ce que j'en sais, c'est encore embryonnaire ou alors ça coûte très 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 cher. Mais oui, il y a des projets qui commencent à faire et on commence à voir arriver ce type de besoin, absolument. J'ai cru comprendre qu'on pouvait conserver une base applicative et construire un conteneur à partir de plusieurs bases existantes. Si je crois comprendre la question, la réponse est oui. C'est un point que je n'ai pas abordé. Mais pour essayer de faire très simple, votre millefeuille, je vais revenir sur mes slides de tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Mon fameux millefeuille qui est là, la raison pour laquelle en fait c'est un millefeuille. L'image n'est pas choisie par hasard, je vais un petit peu divulguer tout à l'heure. Les images Docker sont faites de façon à ce que les différents étages de ce millefeuille soient réutilisables. L'intérêt, c'est que du coup, plusieurs applications qui vont avoir besoin des mêmes étages, je vais essayer de faire simple, du coup, vont rappeler ceux qui existent déjà. C'est un peu comme si vous aviez préparé une gigantesque plaque de four de pâtes et du coup, vous en avez tellement que vous voulez faire plein de millefeuilles avec. C'est un peu l'idée. Donc oui, ça se fait. Ça demande un petit peu de préparation en amont. Mais aujourd'hui, en production, quand moi je déploie des images Docker avec mes clients, on met en place un système de hiérarchie d'images, on pourra en reparler dans une autre session si vous le souhaitez, qui justement profite de cette fonctionnalité-là, absolument. Et je crois que j'ai fait le tour. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais rendre le mot de la fin à Clémentine. Je pensais qu'on en aurait que pour 1h30. On a bien débordé. Là, je te l'avais dit. Non, mais merci beaucoup en tout cas, Rachid. Il reste 8 minutes. Plaisir partagé. Non, c'était vraiment très chouette, même pour une novice comme moi, tu vois, c'était vraiment très très cool. Je vais pouvoir un peu me la péter auprès de Thierry maintenant, donc ça va être. Tu lui passeras mon bonjour. Ouais, je lui passerai ton bonjour, ça marche. Et merci à tous, merci à tous les participants, merci à toi Rachid. Écoute, moi on échange par suite par mail si tu souhaites refaire un deuxième Malt Academy, il n'y aura pas de souci. Écoutez, pour moi, on est bon. Je laisse peut-être un petit peu le Zoom ouvert pour que les personnes prennent tes coordonnées qui s'affichent. Ouais. Et puis pareil, si vous avez des questions, donc là vous avez les coordonnées de Rachid qui sont sur l'écran. Et si vous avez des questions sur Malte, n'hésitez pas à nous contacter à community@malte.com. Hop, je leur mets tout dans la converse. Voilà.
Et puis, je pense que je peux fermer. Merci Merci à beaucoup en tous. tout cas. Merci à tous. Bonne fin de journée. À bientôt. Au À très revoir. bientôt. Au revoir.